J'ai à ma gauche Philippe Béchade, que là aussi, on ne présente pas non plus. Hein. Qui est un économiste, qui a été président des Iconoclastes. Voilà. Donc c'est un économiste un peu iconoclaste, hein, qui a toujours des analyses qui sont bonnes, qui sont justifiées. Donc c'est ce qui fait qu'il est considéré comme un peu iconoclaste, parce qu'il n'est pas dans la vénération de la construction européenne ni de l'euro. Et puis il travaille maintenant pour Agora, rubrique Agora. Vous êtes communication. Donc vous êtes quoi? Agora, et je publie des petites vidéos quotidiennes sous le nom de l'Inforruptible. Voilà, qu'on applaudit bien fort. Le niveau de mensonge que déversent les médias de grand chemin, les médias mainstream depuis 2020, un tel niveau d'intox, d'infox et de fake, ça n'accourt qu'en temps de guerre. L'Occident, jusqu'à la chute du mur de Berlin, faisait envie parce que, la parole était libre, 2, l'information était relativement fiable. Bon, évidemment, on n'oublie pas les quelques anecdotes qui ont abouti au déclenchement de la guerre du Vietnam, en tout cas l'entrée en guerre des Américains. Il y a eu quelques événements, mais grosso modo, les médias occidentaux, c'était l'inverse de la Pravda et des Izvestia. Vous connaissez tous la blague, hein. La Pravda, c'est la vérité, les Izvestia, c'est l'information. Bon, il n'y avait pas plus d'informations dans la Pravda que de vérité dans les Izvestia. Et par contraste, nos médias occidentaux, les journalistes primés du prix Pulitzer, les enquêteurs du Washington Post, tout ça faisait vraiment des médias le quatrième pouvoir et en réalité le contre-pouvoir qu'exige la démocratie. Or, aujourd'hui, les médias sont les porte-voix, les amplificateurs du narratif et, disons-le très crûment, des mensonges officiels. Ça n'a été rendu possible que parce que, là j'en reviens à mon angle économique, que parce que les médias sont tombés entre les mains, dans le privé, de milliardaires qui ont une vision globaliste. Et en ce qui concerne le secteur privé, depuis maintenant un peu plus de 40 ans, tout ce qui est le secteur public est aujourd'hui dans les mains idéologiques des héritiers de Mitterrand et de mouvances un petit peu plus à gauche que Libération, par exemple, représentent très bien. Donc, les médias, en l'espace d'une quinzaine d'années, finalement, ça coïncide assez bien avec les années Sarkozy. Voilà, on est en train d'en faire le bilan, l'inventaire. Le basculement s'est fait réellement avec la réintégration de la France dans l'OTAN. À partir du moment où Nicolas Sarkozy nous a réintégrés dans l'OTAN, et que nos diplomates au Quai d'Orsay ont été littéralement grand remplacés par des gens formatés par les réseaux américains. Bon, au niveau des dirigeants, c'est plutôt les Young Leaders, Global Young Leaders, mais pour nos diplomates, c'est plutôt l'Atlantic Council. Ah mince, j'oubliais. Le 25 septembre, c'est-à-dire il y a 4 jours, Emmanuel Macron a reçu son prix Global Citizen Award de l'Atlantic Council à New York, en marge de son discours à la tribune de l'ONU. Bref, il a reçu réellement son brevet d'agent du globalisme. Hein. On lui a pas remis le prix Charles de Gaulle. Hein. Voilà. C'est juste énorme. C'est-à-dire que
c'est fait en face de nous, quoi. On nous explique que, voilà, il est récompensé pour faire avancer l'agenda mondialiste. Il est distingué par tous les moyens possibles en Europe, à Bruxelles, parce que c'est le véritable fer de lance de l'euro-fédéralisme, c'est-à-dire de l'anti-souverainisme. Et ben justement, le souverainisme, je ne dirais pas que c'est l'antidote au processus de globalisation et de militarisation de l'information, mais quelque part, c'est le mot absolument tabou. Tout ce que portent les médias vise à éradiquer le souverainisme et tout ce qu'il représente. C'est en quelque sorte l'équivalent de ce qu'on a pu connaître au XIVe siècle, avec un Vatican qui s'était raidi sur toutes les questions philosophiques, et puis ensuite au XVe siècle, l'Inquisition. On est dans une véritable inquisition contre tout ce qui relève du souverainisme. Alors, vous savez tous à quoi... enfin, les 4 piliers du souverainisme, il faut avoir sa souveraineté monétaire, il faut avoir sa souveraineté législative, sa souveraineté diplomatique et sa souveraineté militaire. Donc, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, évidemment. Souveraineté législative non plus, puisque 80% des lois nous... proviennent de Bruxelles et la plupart sont adoptées par décret. Je crois qu'il n'y a que 17% des lois votées aujourd'hui, enfin, qui ont fait l'objet d'une discussion à l'Assemblée. Nous n'avons plus de souveraineté diplomatique depuis Sarkozy, qui a introduit donc, on va dire, une diplomatie totalement alignée sur les intérêts américains. Et nous n'avons plus de souveraineté militaire, évidemment, avec la réintégration de l'OTAN. Donc, si vous venez de dire ça, vous êtes à contre-courant de tout ce qui s'est fait depuis 2012, depuis les fameuses années Sarkozy. Et donc, on parlait de militarisation de l'information, mais ça s'accompagne également de la militarisation du dollar, et qui n'a pas été mise en œuvre par l'abominable Trump, qui a été mise en place par le gentil et distingué du prix Nobel de la paix, Barack Obama. Il n'y a jamais eu autant de civils tués dans des pays étrangers par des frappes de drones que sous Barack Obama. Et il n'y a jamais eu autant d'entreprises non américaines qui ont reçu autant d'amendes pour avoir contrevenu aux règles d'utilisation du dollar. Et du temps du gentil Barack Obama, quand vous aviez un conflit commercial avec les États-Unis, j'ai un chiffre en tête, par exemple, sur 35 conflits qui ont opposé, par exemple, des sociétés canadiennes et des sociétés américaines, ça a été jugé aux États-Unis et les sociétés canadiennes n'ont gagné que 4 des procès en cours. Alors que manifestement, les entreprises américaines, elles avaient un peu mordu sur la ligne jaune, voire carrément circulé à l'anglaise de l'autre côté. Donc, on voit comment les choses fonctionnent et on voit ce que c'est que l'hégémonie américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, il n'y a plus de droit. Et malheureusement, avec Trump, je veux dire que le droit aujourd'hui, il est un petit peu... on le piétine allègrement dans tout les domaines. Il faut quand même savoir que c'est Donald Trump qui a autorisé le bombardement israélien à Doha, sachant que la plus grande base aérienne américaine est située à 30 km de Doha, et donc des avions sont venus d'Israël pour bombarder le centre-ville au milieu des civils, etc. Et finalement, Donald Trump n'a rien dit. D'ailleurs, ça a beaucoup frappé parce qu'il n'a rien dit pendant exactement 20 minutes. C'est-à-dire que dès que les premières explosions ont retenti, le gouvernement qatari a voulu savoir ce qui se passait et Donald Trump ne prenait personne au téléphone. Voilà, c'est quelque chose qui, paraît-il, est également tout à fait exceptionnel.
Alors, puisque je vous parle de militarisation de l'information, militarisation du dollar, militarisation tous azimuts quand il s'agit de défendre les intérêts américains, vous savez que le rachat de TikTok vient donc d'être signé par décret de Donald Trump, et c'est un consortium d'entreprises technologiques qui rachète ByteDance, enfin qui rachète TikTok à ByteDance, le chinois. Mais qui est la tête de ce consortium et qui va assurer la supervision technologique de TikTok aux États-Unis? C'est Oracle, enfin c'est Larry Ellison. Et Larry Ellison est le principal soutien américain en termes de contribution financière à l'IDF, c'est-à-dire l'armée israélienne. Et c'est également un des principaux soutiens du régime actuel. Et le rachat de TikTok et de tous ses contenus va permettre à ceux qui aujourd'hui l'administrent de contrôler les contenus et justement d'éradiquer tous ceux qui pourraient apparaître suspects, non conformes, exactement comme le faisait Twitter du temps de Jack Dorsey, ou Meta avec Meta et tous ses satellites, et un conseil d'administration, pratiquement la moitié des membres sont du FBI. C'était la même chose pour Twitter. La moitié des administrateurs, c'était des gens du FBI, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour contrôler ce qui circulait sur Twitter, ce qui circule sur Facebook, Insta, etc. Et là, TikTok, où on va dire qu'il y avait une circulation relativement libre de contenus autres que des petites chorégraphies, etc. Là, aujourd'hui, on ne pourra plus dire ce que l'on voit ou publier ce que l'on a filmé dans certaines zones qui sont considérées comme très très sensibles et où les Américains ont des intérêts très très puissants. Donc TikTok, entre les mains de Larry Ellison, principal soutien d'Israël, on comprend plus ou moins où on va. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que diffuser la vérité officielle, le narratif, au travers des médias de grand chemin ou du service public complice de tous les États. De toute façon, chaque fois que vous avez un changement de gouvernement, pratiquement tous les éditorialistes trouvent que finalement la France fonctionne très très bien avec le nouveau gouvernement. Donc on a des gens, c'est toujours tapis rouge et c'est jamais des gens qui vont vous challenger. Donc la vérité officielle, on sait par qui elle est portée. La vérité non officielle, elle est de plus en plus restreinte, censurée. On voit que YouTube vient également de modifier certains de ses algos pour invisibiliser un peu plus certains contenus. Donc, c'est-à-dire que là, on n'a aucune visibilité sur la façon dont YouTube, c'est-à-dire Google, administre les algos. Ce que l'on constate, c'est que vous faites 100 000 vues, puis le lendemain, vous en faites 80 000, puis pour un autre contenu avec, on va dire, des invités encore plus prestigieux, vous tombez à 60 000, et vous comprenez pas pourquoi. Bon, et il n'y a aucune transparence. Nous ne pouvons, nous, citoyens, pas savoir pourquoi certains contenus vont être mis en avant, d'autres shadowbanned ou ghostés, comme on dit. Mais bizarrement, quand il s'agit de contenus qui sont très contestables, scientifiquement ou politiquement, ceux-là, ils ne subissent pas de censure. Par contre, dès que vous êtes contre la ligne officielle, vous subissez une forme de censure. Donc, les médias, on sait qui les contrôle. Les contenus, on sait aujourd'hui qui les supervise et qui les filtre, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis, le FBI et désormais donc Oracle, Larry Ellison. Et puis il y a aussi les comptes, enfin il y a aussi les tuyaux, c'est-à-dire les VPN. Vous avez des sites qui ont été littéralement bannis, bon, on connaît tous le cas de RT, Sputnik, etc., qui restent accessibles par VPN.
là aussi, on voit que ça se militarise, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont directement liés à l'État profond américain ou à Israël, qui rachètent les VPN. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Teddy Saji, qui est un citoyen aujourd'hui britannique, mais qui vit entre Londres et Dubaï, mais qui a fait sa fortune en Israël, en étant éditeur de jeux en ligne. Et il s'est associé avec un certain monsieur Menahemi, qui était, lui, un spécialiste de ces logiciels, vous savez, qui vous permettent de vous délivrer de la pub, mais qui était surtout connu aussi pour envoyer sur les réseaux beaucoup de malware. Et ensuite, il s'est mis aussi à faire de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'il produisait quelque part les virus et ensuite il vous vendait l'antivirus. Et M. Menahemi et M. Teddy Saji se sont associés dans une entreprise qui s'appelait CrossRider et qui fournissait justement des logiciels de diffusion de publicité, c'est-à-dire ce qui envahit vos boîtes mail, etc. Ils se sont associés. La société a changé de nom en 2021 pour devenir Cape Technology. Et aujourd'hui, Cape Technology fournit toujours effectivement de la soi-disant cybersécurité, alors qu'en réalité, les deux fondateurs sont des auxiliaires des services de renseignement israéliens, c'est-à-dire que tout ce qui passe par eux, c'est immédiatement analysé au plus haut niveau. Bon, vous savez également que tout ce qui passe par Facebook, etc., est capté par la NSA, analysé par Palantir qui analyse tout ce qui circule, le son, les mails, les SMS, etc. Donc, vous voyez que là, il y a quelque chose qui relève du Big Brother global. Et pour s'assurer donc que toutes les données vont bien aboutir là où elles doivent être analysées et mises sous contrôle, eh bien, aujourd'hui, Cape Technology et le milliardaire qui est à sa tête rachètent les VPN les uns après les autres. À tel point qu'aujourd'hui, ils détiennent pratiquement 70% des VPN utilisés dans le monde. C'est-à-dire que si vous voulez si vous voulez maintenant aller sur des chaînes qui ont été interdites, shadowban, etc., vous allez prendre un VPN. Eh bien, ce VPN, vous savez que dès que vous en faites l'usage, ce que vous consultez, ce que vous regardez immédiatement, c'est capté par les services secrets israéliens, par la NSA et analysé par Palantir. Voilà donc où nous en sommes. Et le jour où 2 ou 3 milliardaires contrôleront la totalité des VPN, comme ils contrôlent aujourd'hui 90 ou 95% des contenus qui peuvent qui sont soit dans la presse écrite, soit dans des médias tels que ceux que vous connaissez, à partir du moment où vous aurez le contrôle du contenu et vous aurez le contrôle des tuyaux, on sera cette fois-ci réellement dans une situation qui ressemblera à la Corée du Nord, la Chine, qui contrôle absolument tout ce qui circule. Et pour l'instant, donc, la domination des États-Unis est absolument hégémonique quand on l'associe également à des gens comme ce monsieur Teddy Saji. Donc on va dire qu'on est vraiment aujourd'hui fait de toutes parts. Et j'étais là, donc je suis venu pour vous alerter sur le fait que non seulement le contrôle des contenus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement acté et que désormais, au cas où vous voulez vraiment découvrir des contenus différents, d'autres angles, d'autres visions, eh bien, les tuyaux qui vous restent pour accéder à ceux qui ont été interdits, eh bien, ces tuyaux, demain, pourraient également se fermer. Voilà, c'était juste pour vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Béchat pour ce panorama qui est quand même très impressionnant en effet, qui vous avez souligné
deux choses qui sont en parallèle, en fait. C'est d'une part l'impudence avec laquelle on nous traite, CF par exemple, Léa Salamé, qui tout le monde sait en France que c'est la compagne de Glucksmann. Tout le monde sait c'est une mauvaise journaliste. Et tout le monde sait que c'est absolument scandaleux que ça soit la compagne d'un futur candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, on continue sur fond public à faire ça. C'est la même chose qu'avec l'affaire Patrick Cohen et Martin. C'est vraiment une espèce d'impudence. On vous dit que c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est presque, on est dans une situation qui est catastrophique, mais l'autre versant, c'est, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas, et c'est ce que Philippe Béchade vient de nous dire, qui est quand même extraordinairement inquiétant aussi, en effet, puisque cette liberté que l'on a et que tout le monde a pu constater, en effet, c'est vrai que pour ce qui nous concerne, par exemple, ça nous arrive de faire des vidéos qui marchent très très bien, et puis d'autres qu'on croyait qui marcheraient mieux encore, marchent pas. Alors on se dit, tiens, pourquoi on n'a que 40 000 vues? D'habitude, on a fait... C'est bizarre, il y a des choses qui sont bizarres. Donc on ne sait pas effectivement qui est derrière. Alors, il y a quand même dans l'histoire de l'humanité toujours la même problématique, c'est l'arme et le bouclier. Donc est-ce qu'il y a des perspectives pour échapper à ça? Est-ce qu'il y aura de nouveaux produits, des nouveaux TikTok qui apparaîtront? TikTok, c'est super important, hein. C'est ce qui a fait que Georgescu est arrivé en tête à l'élection présidentielle en Roumanie. Hein, vous le savez, ça. Et d'où, d'ailleurs, le procès qui a été fait, que TikTok avait été manipulé par les Russes et compagnie. D'ailleurs, cette élection présidentielle roumaine est un véritable coup d'État qui a été fait par l'Union européenne contre la volonté du peuple roumain. Faut quand même le voir. Alors, est-ce que Idriss, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez des idées sur les perspectives du futur sur ces questions, notamment sur la mainmise justement sur les VPN, la mainmise sur les réseaux sociaux, parce que finalement c'est notre dernière liberté dont il s'agit. Est-ce qu'il y aura dans l'avenir, je sais pas si on peut le dire d'ailleurs, des moyens de s'échapper de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors est-ce que vous voulez confirmer ou nuancer le constat qu'a fait Philippe Béchade? Alors, merci beaucoup. Le constat de Philippe Béchade est tout à fait excellent et rigoureux. En effet, les services israéliens, via des sociétés écrans, rachètent les VPN. Ça fait partie d'une stratégie plus générale de contrôler des données. Ensuite, les VPN, c'est pas seulement ceux avec quoi on va, par exemple, sur des sites interdits comme RT, etc., ou censurés. C'est aussi ce que des gens utilisent pour aller sur les sites pornographiques et ça permet éventuellement d'avoir des informations personnelles sur eux. Ça a été révélé notamment dans les dossiers Snowden. Donc là aussi, on a des compromates, des choses comme ça. Que Larry Ellison soit aujourd'hui sous le compte, possède le contrôle effectif d'une partie de TikTok, c'est aussi tout à fait exact. Et on a vu des changements de ligne éditoriale très rapidement sur TikTok, qui étaient considérés comme un énorme problème. On peut faire la synthèse de tout ce que les excellents panélistes ont dit. Ils ont tous raison. Hein. Rumi disait que la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Pierre-Alexandre Bouclet a raison de dire que les médias, en fait le PAF, donc la France et aujourd'hui, mais beaucoup de pays sont divisés entre le PAF et le PIF, donc le paysage audiovisuel et le paysage Internet. Donc en France, on a le PIF et le PAF, paysage Internet français, paysage audiovisuel français. Les élections françaises, à cause de la pyramide des âges, sont contrôlées par le PAF, c'est un fait. Et on le voit, le nombre d'heures passées à la télé détermine directement les votes, et ça permet même de faire des petits ajustements, par exemple. Si Mélenchon risquait d'être au second tour, à un moment donné, on lui mettait un poutou, on le faisait passer, hop, et puis il prenait pile poil les voix qui manquaient à Mélenchon. Et c'est de la chirurgie, c'est de l'orfèvrerie. L'idéal, bien sûr, ce sont les gens qui font le lien entre le PIF et le PAF. Je pense notamment à Régis Le Sommier, qui est un ancien de Paris Match, qui était le numéro 2 de Paris Match. Vous aviez Didier Maisto aussi. Plus on aura de gens qui feront le lien entre le PIF et le PAF, mieux ça fonctionnera. Le modèle américain reste porteur d'espoir, puisque Tucker Carlson a fait ce lien. Donc il a fait ce lien dans l'autre sens, mais d'ailleurs comme Régis Le Sommier, au fond, qui était donc dans un immense média mainstream, Paris Match, dont il avait, ce média, la réputation d'étouffer des affaires pour plaire au pouvoir, ou de les utiliser pour pouvoir ensuite en tirer certains profits ou subventions. J'avais un ami journaliste grand reporter qui m'avait expliqué comment Paris Match avait enterré un dossier qu'il avait sorti sur François Léotard à l'époque pour pouvoir obtenir des faveurs du pouvoir. Et ce dossier qu'il avait obtenu n'était jamais sorti. Donc ça, c'est un énorme problème, évidemment, des médias mainstream, puisque étant possédés par des gens proches du pouvoir, il sera très difficile pour eux de respecter la charte de Munich.
On rappelle, je crois que c'était Orwell qui avait dit le journalisme, c'est écrire quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir publié. Tout le reste, c'est des relations publiques. Donc, aujourd'hui, on doit en conclure que la totalité de nos médias mainstream en France font des relations publiques, puisqu'ils ne publient quasiment jamais quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir publié, sauf pour déstabiliser un adversaire politique. On n'a quasiment aucun vrai dossier, même Mediapart ou le Canard enchaîné, qui va sortir sans qu'il y ait une raison supplémentaire au devoir d'informer pour sortir le dossier et du coup lui donner un angle, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que Juan Branco, ce sont les accusations que Juan Branco faisait à l'endroit de Mediapart, ayant reçu l'avocat de Didier Raoult contre Mediapart dans cette affaire gravissime de viol du secret médical. Enfin, c'est extrêmement grave, hein, ce dont Mediapart est accusé. Je peux confirmer qu'en effet, il y a toujours une raison. Rien ne sort par hasard. Mais en ayant cet équilibre, parce qu'en fait, si la presse est le quatrième pouvoir, ce qu'elle n'est plus, puisqu'on voit bien que quand il s'agissait du dossier Biden, par exemple, la corruption, la concussion, le fils Biden, etc., elle n'a pas fait son travail, elle a même été empêchée activement de le faire. On le voit bien sûr au Royaume-Uni, où toutes les questions du Brexit ont été étouffées. Puis au Royaume-Uni, on a eu des choses complètement dingues. Enfin, on a des gens qui, portant un t-shirt « It's okay to be white », ont fait de la prison. Enfin, c'est complètement délirant. Et là, la presse, si jamais elle osait en parler, les gens sonnaient à votre porte et vous pouviez faire aussi de la prison ferme. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait un contre-pouvoir au contre-pouvoir. Donc, d'une part, il faut le PIF pour contrer le PAF. D'autre part, il faut des read-checkers pour contrer les fact-checkers. C'était donc ce qu'a fait Amélie Ismaili. Je regrette bien sûr qu'elle puisse pas être présente aujourd'hui, mais elle a fait un très bon travail. Elle dirige le média readcheckingmedia.org, où elle fait du read-checking. Donc, elle attaque quelque chose de très important, c'est le monopole du dernier mot. Les fact-checkers veulent avoir le monopole du dernier mot. Donc, quand ils disent oui ou non, 3 petits points, non, par exemple, allez, un cas parmi d'autres, mais je vous en ai donné beaucoup dans la conférence. Pendant les présidentielles, il a été rappelé par quelques candidats que, en effet, Laurent Fabius avait dit que HTS, Hayat Tahrir al-Sham en Syrie, faisait du bon boulot. Bon, HTS, c'est Al-Qaïda, hein, c'est une branche d'Al-Qaïda. Bon, Fabius avait dit qu'ils font du bon boulot. Et ben, immédiatement, il avait fallu débunker ça, exactement comme quand vous, monsieur Asselineau, avez parlé de la CIA dans la construction européenne. Immédiatement, il fallait enlever la source. Moi-même, par exemple, j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS, donc la radio-télévision suisse publique. On m'a détruit pour ça. On a détruit mes sociétés, ça a été un carnage, mais surtout la source Princeps qui en parlait a été retirée. Il y avait un article Princeps sur lequel je m'étais appuyé, de Vigous, le canard enchaîné du lac Léman, et je l'avais cité parce que cet article était intitulé « La RTS ne perd pas le pédophile », jeu de mots sur « ne perd pas le fil ». Et c'était une affaire aussi grave que la BBC. On a eu des affaires gravissimes de pédocriminalité à la BBC qui ont mis beaucoup de temps à sortir. Eh bien, l'article avait disparu. Voilà, l'article de Vigous, en l'occurrence, a été retiré d'Internet parce que je l'avais cité, donc je vois tout à fait. Eh ben, dans le cas, donc, Fabius et HTS, pas la RTS, à ne pas confondre, eh bien, il y avait la preuve. Enfin, par exemple, c'était des articles du journal du Monde diplomatique qui confirmaient dans une interview que Fabius avait bien dit HTS fait du bon boulot. Et quand on est journaliste, on se dit bah peut-être que le contexte obère le propos. Après tout, on peut toujours voir si ça a été cité hors contexte. Non, le contexte était très clair. Ils font du bon boulot, très bien. Et ça, ils font tellement du bon boulot que de toute façon, leur représentant aujourd'hui, Al-Jolani, est reçu aux Nations Unies. Les Nations Unies qui sont le temple de l'ordre législatif, enfin légal international. Bon, c'est un décapiteur, il est reçu aux Nations Unies. Donc en effet, c'était bien à l'époque qu'on avait une petite élite qui était parfaitement au clair avec le fait qu'on allait s'associer à des gens d'Al-Qaïda. Et là, les fact-checkers, en fait, tant qu'on leur laisse le monopole du dernier mot, peuvent former l'information qui ensuite est blanchie dans Wikipédia, puisque la grande blanchisserie de la fausse information, c'est Wikipédia aujourd'hui, pour les biographies en particulier. Donc ils prennent des articles qui ont été conçus parfois sur mesure, on a vu même des connivences. Le cofondateur de Wikipédia, monsieur Sanger, l'a clairement dit, il a dit « Ah oui, moi je veux même plus aller sur Wikipédia, il dit, ne faites plus confiance à Wikipédia ». C'est devenu une machine à laver de la fausse information, c'est devenu du terrorisme intellectuel à très grande échelle, et parfois même les gens qui éditent les articles sont les gens qui commandent les articles. C'est-à-dire vous avez une page Wikipédia, ils ont commandé un article à l'Express, ils ont commandé un article à quelqu'un d'autre pour mettre une ligne sur vous. Et ça, tant qu'on aura les fact-checkers qui auront le monopole du dernier mot, ça va continuer.